Je l'ai, c'est bon. Ah oui, c'est accroché. Je sais que c'est la bonne. Tu vas faire un discours. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette soirée des vœux de Designer Plus. On va commencer sans plus attendre par une conférence de Johanna qui va se présenter, et puis après on vous fera un petit discours avec mes collègues Gaëlle et Sarah. Voilà, et bonne conférence à tous. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais remercier Designer Plus de l'accueil ici. Alors, c'est un peu différent par rapport aux températures qu'on a à l'extérieur. Ici, juste pour ceux qui sont à distance, je pense qu'on est plutôt autour de 24-25 degrés dans la pièce. Donc, si vous me voyez devenir rouge, c'est normal. Mais en tout cas, c'est un endroit très agréable aussi pour pouvoir mener une petite conférence. Moi, je m'appelle Johanna Roncalvi. Comme vous le voyez ici, j'ai fondé donc, une organisation qui s'appelle Terrestre, et j'en parlerai un peu plus tard. Et je suis la fondatrice de Women in Design, donc une association aussi loi 1901. Voilà, et puis j'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui, et j'avais envie de commencer par une première phrase. Est-ce que ça marche? Hop. L'humain est un animal qui fabrique des outils. C'est ce que disait Benjamin Franklin. Alors sans rentrer dans le débat sur l'impact sociologique de ce que pourrait avoir cette phrase, sur la volonté de l'homme de dominer la nature, je trouve intéressant de revenir à cette aptitude de fabrication d'outils, car toutes et tous, nous sommes dans cette salle, fabriquons, concevons ou faisons fabriquer des outils. La différence finalement avec le début de l'humanité, c'est qu'à la base, on concevait des outils pour nous permettre de faire des tâches qui étaient indispensables à notre survie. Et puis on a créé des outils qui nous ont simplifié les tâches indispensables à notre survie, pour aujourd'hui arriver à, en très grande majorité, à nous aider à la simplification de tâches annexes, parfois ludiques, et on va dire de confort, pour la grande majorité de ce qu'on conçoit. Alors c'est pas une critique de la modernité, que j'essaye de faire ici, c'est plutôt une remarque sur notre évolution et sur en tant que société, ce qu'on essaye de faire. Et si nous n'étions pas là dans cette salle entre praticiens et praticiennes du design, entre alliés et amoureux du design, je pense qu'on pourrait percevoir cet esprit critique qu'on peut avoir, nous, dans nos métiers, cette envie de comprendre et de questionner comme quelque chose qui serait une critique, en effet, du progrès. Alors que finalement, quand on se pose des questions sur l'éthique, l'inclusion de telle ou telle solution, sur l'impact que ça peut avoir en termes de société ou d'environnement, c'est parce qu'on veut être sûr qu'un outil qui est censé nous apporter du progrès nous apporte bien du progrès et ne signifie pas finalement plutôt un recul. William Gibson écrivait en 1984, il me semble, il faut pouvoir questionner, en parlant de la technologie, il faut pouvoir la questionner de manière rationnelle, douter d'elle, de ce qu'elle peut devenir, ainsi que de ses dégâts potentiels collatéraux. Et je trouve que c'est intéressant de revenir sur ce parallèle. On peut faire ce parallèle entre une valorisation aujourd'hui qu'on voit, une valorisation de la tech, qui est vraiment en fait une très belle valorisation de la tech, et en même temps une dévalorisation constante, continue, systémique des métiers manuels, des savoir-faire, du travail, de la main. Ça depuis des décennies, même si on sent qu'il y a une envie de revenir à ça aujourd'hui. Et en fait, on voit aussi à ce niveau-là que, en observant comment fonctionnent les entreprises, beaucoup de ces métiers restent finalement en bas de la structure des entreprises, en bas de la hiérarchie. C'est très difficile de monter quand on a cette capacité de de fabriquer, de concevoir, etc. Et en même temps, on voit aussi, et dans l'actualité, on voit bien que les travaux, tout ce qui est travail manuel, est souvent aussi extrêmement mal rémunéré. Soit on pense, soit on fait.
on a l'impression que les savoirs sont décorrélés du savoir-faire. Et ça a un impact sur l'attractivité aussi des métiers manuels, même ceux qui sont vitaux pour notre survie, comme aujourd'hui, encore une fois, on voit, avec le travail du sol. Et donc, je trouve que c'est un bon moyen de se questionner par rapport à ça, c'est que pour comment on a pu arriver au point où finalement travailler le sol et nourrir les gens, c'est aussi peu important. Enfin, ça semble aussi peu important par rapport à la rémunération et le bien-être de ces personnes. Alors moi, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement à la fois artistique et scientifique. Et je comprends aujourd'hui que c'est une chance parce que à la fois j'avais donc ma mère qui travaillait dans les chiffres, dans la comptabilité, etc. Mon père qui était dans la physique, chercheur en physique des matériaux, et j'ai pu assister à des séminaires scientifiques quand j'étais jeune. En même temps, une partie de ma famille, il y avait des peintres, des chanteurs, etc. Et en fait, cette ouverture d'esprit que ça m'a apporté, je la trouve essentielle aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'observe avec stupeur en fait ce monde en tension où les enjeux démocratiques deviennent de plus en plus forts. Et en même temps, on voit une polarisation des points de vue qui est de pire en pire. Avec, si on revient sur la technologie, je trouve que c'est un sujet très intéressant à observer. Avec d'un côté, finalement, si on prend la tech, il y a le camp pro-tech, donc pour la technologie, et comme si de l'autre côté, il y avait un camp anti-tech. Donc il n'y a pas de... Voilà, on polarise, quoi, c'est d'un côté ou de l'autre. Et finalement, ce camp anti-tech, il finit par englober toutes les personnes. Ah, bah ça, il n'y a plus d'écran. Hop, c'est bon, c'est revenu. Génial. T'as eu peur, hein. Mais oui, du coup, avec ce camp anti-tech, finalement, qui englobe peu à peu toutes les personnes qui questionnent, en fait, sur les limites, l'approche, les règles, le cadre qu'on pourrait mettre sur les nouvelles innovations. D'ailleurs, je repense souvent, je me visualise au milieu de Vivatech, pour les gens qui connaissent le salon, qui oserait au milieu d'un salon dédié à la technologie critiquer par exemple Elon Musk, ou dans un environnement complètement différent le défendre. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a un vrai souci, c'est qu'il faudrait qu'on puisse critiquer, ou enfin apporter une critique, analyser, etc. Peu importe le domaine et peu importe la personne ou le sujet ou le positionnement. Et c'est pour ça que pour moi le designer aussi a une grande importance à prendre conscience qu'il ne faut pas qu'on aille dans cette perception de la polarité, enfin dans ce truc de polarisation de point de vue, mais qu'on essaie d'avoir toujours cet esprit le plus large possible. Et en fait, toutes ces questions, ces règles, ces cadres qu'on se pose aujourd'hui, qu'on se questionne dans notre milieu, ça s'est accru avec l'arrivée de ChatGPT, Midjourney, pour ceux qui connaissent, avec tous ces nouveaux logiciels qui nous sont simplifiés énormément les choses, avec de l'intelligence artificielle, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et en fait, j'avais entendu, je l'ai mise aussi ici, Christian Guellerin, qui est le directeur de Nantes Atlantique, avait écrit dans une publication récemment, en 2023, je reprends la phrase pour vous la lire devant les yeux. La conséquence absurde mais inéluctable, c'est que la production du mémoire comme étant une synthèse des connaissances utiles à un projet va devoir être abandonnée avec cette arrivée finalement principalement de ChatGPT. Il se questionnait, il dit en fait dans l'éducation, même dans l'éducation, dans le design, on va devoir réinventer des nouvelles choses et changer notre façon de faire. Et je ne sais pas si pour vous vous souvenez, pour ceux et celles qui ont fait des écoles de design, quand moi j'ai commencé à me renseigner sur les écoles de design, j'ai passé des concours, etc. dans différentes écoles. Et dont je me rappelle une école qui m'avait expliqué, nous pendant les 2 premières années, c'est interdit de faire des rendus avec l'ordi numérique, etc. Tout doit être fait à la main. Et je m'étais dit, ah ouais, c'est bizarre, voilà. Et il m'avait expliqué, en fait, moi je t'ai dit il y a quelques années quand même, je dirais pas le chiffre, mais ouais, ça fait bien, je dirais même peut-être 20 ans, quoi. Et du coup, le directeur m'avait expliqué que quand on a commencé à avoir la possibilité d'avoir tous un ordinateur, pouvoir l'amener à l'école, etc., ils avaient noté une réduction de la capacité créative des étudiants, et qu'en fait ils avaient décidé de prendre cette décision un peu drastique, de dire dans les premières années, explorons sans un outil qui nous simplifie les choses, et ensuite on peut, une fois qu'on a compris comment fonctionne le procédé créatif, on peut réintégrer en fait les outils qui vont nous simplifier, nous permettre d'aller plus loin, etc. Et je trouvais que c'était intéressant parce que finalement, entre ce qui se passait
hier, enfin il y a 20 ans, sur la place du numérique dans le métier du design et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on se questionne, on se pose les mêmes questions finalement. Quel cadre, comment on l'utilise, comment ça devient un outil et pas un frein à notre créativité, quelle est la bonne place de l'outil. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de reparcourir avec vous le cycle de vie, de l'extraction à la fin de vie, de nos produits, de nos solutions, etc. Et avant, je voudrais vous poser une question, mais surtout tester un petit truc avec vous. Qui est d'accord? Alors, je pose mes petites fiches, vous allez faire comme ça si vous êtes d'accord, ou pas d'accord, faites comme ça si vous n'êtes pas d'accord, avec l'affirmation les innovations technologiques, quelles qu'elles soient, transforment profondément la société. Comme ça si vous êtes d'accord, comme ça si vous n'êtes pas d'accord. Ok. Globalement, on est à peu près tout le monde pareil. Et j'ai pas vu sur Laurence fait coucou avec les deux mains. Et, le Bruno n'est pas d'accord. Est-ce que ça m'étonne que lui ne soit pas d'accord? Merci Bruno d'être la personne qui dit non. Et donc voilà, donc en fait en gros juste pour vous montrer le petit exercice, c'était juste pour vous montrer ces deux gestes. Et je sais que voilà, quand on est dans ce milieu-là, praticien, praticienne du design, allié, etc., on a souvent beaucoup envie de participer, de participer et activement et de donner son avis. Vous pouvez le faire pendant que je parle en fait. Donc si je suis en train de dire quelque chose et vous n'êtes pas du tout d'accord, ne le gardez pas à l'intérieur en disant c'est n'importe quoi. Faites comme ça et je saurai que vous n'êtes pas d'accord. Et si vous faites comme ça, je dirais ouais ils sont d'accord, ça me redonne la pêche. Donc n'hésitez pas à utiliser ça, ça rendra plus dynamique. Je pense qu'on est toutes conscientes et conscients aujourd'hui que les innovations techniques et technologiques ont énormément apporté à notre société. Si je mets ma casquette de femme, début 1900, quand il y a eu la possibilité d'avoir un réfrigérateur, un lave-linge, etc., ça fait partie des choses qui nous ont permis de nous extraire du foyer pour pouvoir avoir des activités à l'extérieur et donc nous permettre de travailler ou de faire d'autres choses parce qu'on gagnait du temps. Donc ça simplifiait des tâches qui nous revenaient à l'époque, forcément, pour nous permettre de sortir de ça. Donc on pourrait en citer plein en fait de ces avancées qui ont permis des technologies, mais on pourrait aussi évidemment citer les reculs que ça a pu apporter sur certains sujets sociaux notamment. Et du coup, ces avancées bouleversent la société. Et je trouve que c'est intéressant de voir que nous sommes dans des métiers où on a besoin de questionner justement et de se poser la question sur des raisons d'éthique, de cadre, et de savoir quel cadre et quelles règles on va mettre à toutes ces innovations par rapport à nous, notre métier, mais aussi plus largement, parce qu'on aime bien penser de manière large, systémique, etc. Comment on imagine le cadre qui pourrait avoir lieu, voilà. Donc, sans plus attendre, je passe au slide avant que ça s'éteigne. Donc ça, c'est mon petit cycle, cycle de vie linéaire, comme vous l'aurez pu Vous voyez bien ou pas à l'écran ce que je projette? Non, il faut que je me mette comme ça pour que vous voyez. Je vais le mettre un petit peu comme ça de temps en temps. Donc du coup, c'est le cycle assez classique. Finalement, c'est un peu ce qu'on voit de manière classique. Et j'ai envie de revenir du coup sur ce cycle, mais j'ai envie d'apporter un changement qui pour moi est majeur par rapport à ce qu'on vit concrètement aujourd'hui. C'est l'importance des récits sur lesquels on s'appuie avant de commencer même ce cycle-là, donc avant l'extraction. Et j'avais envie de vous montrer. Alors vous allez voir, pour ceux qui sont fans de Miyazaki, vous allez reconnaître, pour les autres, ce sont des dessins animés de Hayao Miyazaki, que je trouve justement très intéressant en termes de narratif. Et du coup, l'idée, c'est de vous dire sur quel narratif, voilà, c'est de revenir au narratif et de se dire, en fait, avant l'extraction, avant tout ça, on a d'abord quel récit, sur quoi on s'appuie pour pouvoir créer notre société. Avant l'extraction, si nos imaginaires, ils portent en fait des utopies, seulement des utopies technologiques, d'une vie simplifiée à son paroxysme par l'intelligence artificielle, l'autonomie, etc., l'automatisation, etc., quel impact ça va avoir sur l'innovation? Je vais vous faire fermer les yeux. Si vous voulez bien fermer les yeux, super. Vous, si vous fermez les yeux, je vous vois en plus, vous êtes très près et vous êtes très grand.
Alors, vous êtes prêts? Rappelez-vous ici des premières vidéos prospectives de la maison intelligente et ultra connectée. Tout cela dans une esthétique du neuf, du lisse, des espaces sans poussière, sans fissures, sans accrocs dans les murs et les sols. Ici, les maisons ou les appartements ont la même esthétique dans les utopies technologiques que dans les laboratoires et les salles blanches. Maintenant, visualisez la maison, on pourrait appeler de l'économie dite circulaire, où la réutilisation, le recyclage, la réparation, le partage ont toute leur place. On voit bien ici une première grande différence entre ces utopies, entre ces narratifs, rien que de manière esthétique déjà. Vous pouvez ouvrir les yeux. On voit qu'en fait, l'histoire qu'on nous raconte au démarrage, l'esthétique qui va avec, a énormément d'impact sur ce qu'on va pouvoir vivre après. Excusez-moi, je suis perdue dans mes fiches. Et en fait, ces utopies qui sont particulièrement fragiles aujourd'hui, parce qu'on voit, beaucoup de designers prennent la parole là-dessus, on dit qu'en fait, ces utopies technologiques, si on s'appuie dessus, alors qu'en fait, on n'a pas assez de ressources dans le sol pour pouvoir atteindre ce rêve de maison connectée, d'automatisation pour tout le monde, finalement, elles sont pas tenables, ou alors elles sont tenables pour une minuscule minorité de la population sur le long terme, que globalement, dans cette salle, on ne serait pas énormément à pouvoir avoir accès. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de revenir sur ces utopies, parce qu'elles sont partiellement erronées de par leur faisabilité, et qui ne prennent pas en compte, d'ailleurs, que si on arrive à ce niveau d'efficacité des technologies, les métiers dits intellectuels, qui sont finalement les financeurs de ces utopies, seraient potentiellement remplacés dans les entreprises. En fait, mon point, c'est de vous dire pourquoi est-ce que, et là on est dans la projection, on n'est pas maintenant par rapport aux capacités aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que je mettrais autour d'une table de décision dans une entreprise, que ce soit un COMEX, etc., un comité de direction, etc., des personnes qui ont moins de connaissances qu'une intelligence artificielle, qui s'influencent, qui avancent des arguments partiels et qui ont des intérêts personnels, alors qu'en fait, une technologie, typiquement une intelligence artificielle, pourrait se concentrer sur la survie et la croissance de l'entreprise dénuée de tout intérêt individuel. Elle ne se laisserait pas influencer ou manipuler. Et donc c'est ça, donc on peut se poser la question, en tout cas moi je me la pose, si on va jusqu'à ce niveau de l'histoire qu'on nous a racontée, est-ce que c'est toujours accessible? Gilles Galloyer, c'est un photographe à Grenoble, qui est très investi sur ces sujets-là, me disait récemment, et j'ai pris cette petite phrase, mais je ne vous l'ai pas mise sur l'écran, donc je vais vous la dire. Il me disait, c'est la première fois depuis la création que l'humanité robotise des métiers intellectuels. Moi, je trouvais que c'était assez intéressant. Et en fait, en parallèle de tout ça, on voit, moi je trouve ça assez logique finalement, qu'on voit un nombre de designers grandissant qui s'attellent à cette étape. Il y a de plus en plus de designers qui disent en fait, moi je suis plus là, en fait je veux être là en fait. Je veux réinventer les narratifs du futur. Je sais pas si vous en connaissez parmi vous, mais il y en a, moi j'en ai plein en fait, qui me disent en fait maintenant je travaille là-dessus en fait. On va réinventer, c'est quoi l'histoire qu'on a envie de raconter. C'est logique en fait quand on voit tout ce qui se passe, et qu'on voit que si on réfléchit à comment je peux vraiment faire changer les choses, ben, si je change les choses ici, alors du coup tout le reste peut être amené à changer. Et du coup réinventer des narratifs qui sont compatibles avec les enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux, etc. qu'on peut vivre. Alors nous, chez Thérèse, du coup je vous en parlais un peu plus tôt, on est en train de monter un projet de festival qu'on a repoussé. On avait envie de le faire en 2024, mais on va le faire en 2025, qui va s'appeler Comment vivre avec moins et mieux. Donc c'est dans ce... Voilà, ça c'est ça. On vous voit et on vous entend. Tu vois pas le... Ah oui, et vous voyez pas mon écran, c'est ça, derrière? Petite pause technique entre les personnes. Parce qu'elles ne voient pas le... Peut-être, est-ce que tu pourrais peut-être décaler le tabouret pour que elles puissent, les personnes puissent voir
On essaye d'arranger les choses pour vous à distance. Je vais essayer de ne pas me mettre en place. Sinon, on peut les poser. Ah, on va les poser. Ah, bon, ça va bouger. Est-ce que c'est vous tourne quand quelqu'un prend pas la parole dans la salle? C'est bon? Ok, merci. Ok, donc je reprends. Et finalement, en fait, je disais cette phase d'idéation qui s'appuierait sur des nouveaux récits amènerait forcément à des solutions qui sont nouvelles, différentes, etc. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de travailler sur cette partie-là. Et vous allez voir, je vais parler pas mal de technologie, je suis désolée pour ceux qui n'avaient pas envie d'entendre parler de ça. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit vraiment émerger des sujets de société là-dedans. Et notamment, en fait, si vous voyez un petit peu la place que prend dans les startups, en fait, la place de ces startups qui vont plutôt être orientées vers la tech, vous voyez qu'en fait, ça prend une grande partie du paysage. Mais si vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat, peut-être certaines d'entre vous, vous savez aussi qu'en fait, la majorité des fonds de l'argent va vers ces utopies-là, en fait, vers les entreprises qui créent des projets liés aux utopies technologiques. C'est un sujet que je connais vraiment bien et je vais y revenir après. Mais en fait, vous avez peut-être aussi vu des projets que vous trouvez super bien liés à des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec la technologie. Donc ça peut être un produit, ça peut être... Voilà, et qui finalement portent dans leur storytelling tout un pan technologique. Par exemple, on va retrouver quelqu'un qui va faire un métaverse alors qu'en fait à la base il faisait une chaise, quoi. Enfin, vous voyez, ou des choses un peu comme ça, on peut se dire c'est un peu bizarre, pourquoi et tout. En fait, moi personnellement, mon analyse, c'est que finalement en fait ça permet d'aller déclencher des moyens considéraux. Donc on peut aller chercher des sous en disant ça. Et la raison pour laquelle je vous le dis, c'est parce que le projet sur lequel nous on travaille chez Terrestre, c'est qu'on est en train de négocier des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés pour installer des activités avec des designers, des artisans, artisanes, architectes, ingénieurs et autres sur des sujets autour de la valorisation des savoir-faire, de la relocalisation d'activités et en lien avec l'économie circulaire et la low-tech. Et en fait, on m'a souvent demandé, mais est-ce qu'il va y avoir une appli, un site, une marketplace, une plateforme? Et en fait, franchement, j'ai vraiment eu envie de dire oui à plein de reprises. Et mon équipe pourrait le confirmer. Parce qu'en fait, on se dit, ce serait tellement plus simple en fait. Donc on a gagné quand même des prix avec HEC, avec des choses comme ça. Mais en fait, la difficulté quand on porte des sujets qui ne sont pas technologiques, d'aller chercher du soutien, sont bien plus difficiles. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Et en fait, ça m'a fait rire parce que à la fois, il y a ce sujet aujourd'hui de est-ce que vous avez prévu de faire un truc numérique dans votre projet? Et en même temps, en fait, quand j'avais passé mon année de diplôme, donc j'étais dans une école de design industriel et c'était la première année où on commençait à présenter des projets un peu numériques. Et mon prof m'avait dit non, mais si tu présentes pas un objet physique, tu n'auras pas ton diplôme en fait. Et ça m'a fait rire parce que mon premier job, après, je suis rentrée dans une entreprise et donc j'étais dans un pôle innovation. C'est pour ça que je parle aussi de technologie, parce que j'ai été pendant très longtemps dans des pôles innovation technologique. Et mon premier boss me dit, il était fan de 3D. Donc à chaque fois, il nous disait, mais est-ce qu'on pourrait pas mettre plutôt un cube sur l'interface digitale, comme ça on pourrait tourner autour du cube et tout ça. Et en fait, on a inventé des narratifs, des histoires pour lui raconter qu'évidemment on allait tester, qu'on allait voilà. Et en fait, à chaque fois, ça marchait pas quoi, parce qu'en fait c'était pas la bonne solution. Mais lui, il avait besoin de voir en fait, parce qu'on lui disait la 3D c'est le truc du moment. Et bim, il fallait que toutes les équipes aillent faire de la 3D. Donc c'est là aussi où le designer vient avec son analyse de dire ok, quel est l'usage? C'est bon, j'étais assez rapide. Quel est l'usage, qu'est-ce qu'on veut faire et quelle est la bonne place de la technologie dans la solution qu'on va amener. Et en fait, donc je connais beaucoup de responsables d'innovation pour avoir fait une partie de ma carrière là-dedans. Et ils sont clairement, alors moi j'aime bien dire biberonnés au
Aujourd'hui, c'est jumeaux numériques, deep learning, métaverse, intelligence artificielle, mais ça fait plus longtemps. Qui, en fait, et en discutant avec eux, ils ont cette idée que s'ils arrivent à maîtriser, à trouver le bon usage de ces nouvelles technologies qui arrivent, ils vont propulser leur entreprise dans un futur incroyable. Et qu'en fait, ils sont à ça de trouver le truc qui fait que l'entreprise va dire, va être propulsée, et ils vont se dire, ouais, grâce à moi, l'entreprise a n'a pas loupé le tournant de telle technologie, etc. Et en fait, moi, je me pose quand même quelques questions par rapport à l'ego derrière tout ça. Je pense qu'il y a un truc avec l'ego. On va pas rester trop longtemps dessus. Et je me dis que peut-être que l'enjeu finalement, ce serait pour nous de réussir à donner envie à ces directeurs et ces responsables de l'innovation que d'être le premier sur des solutions régénérantes et durables, ce serait super génial. Et que du coup, ils se disent, ah ouais, il faut que je sois le premier là-dessus pour réussir à les embarquer avec nous dans tout ça. Alors j'avais prévu un petit exercice de débat mouvant, mais je pense que vu qu'on est tous assis et qu'il fait chaud, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc je vais vous faire lever la main plutôt, mais je vous explique le concept du débat mouvant qui est plutôt sympa. C'est qu'en général, on se lève tous et toutes. Je vais donner une affirmation et en gros, toutes les personnes qui sont d'accord se mettent d'un côté de la salle et toutes les personnes qui ne sont pas d'accord se mettent de l'autre côté de la salle. On peut s'asseoir et rester debout. Oui. 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 Ouais, on va faire ça. Et donc la phrase, l'affirmation c'est notre rôle de designer, de praticien, praticienne du design, d'allié du design, etc., de rendre désirables les récits compatibles avec les enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. C'est notre rôle de designer de rendre désirables les récits compatibles avec les enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Alors si vous êtes d'accord, vous vous levez. Vous n'êtes pas obligé de tous vous lever si vous n'êtes pas d'accord. Si on est entre les deux, etc. Est-ce que je peux vous demander à une personne qui s'est levée, pourquoi vous vous êtes levé, pourquoi vous êtes d'accord? Qui peut se lancer? Moi, je veux bien me lancer. Vas-y. Parce qu'en tant que citoyen, on est tous concernés, donc les designers sont concernés par ces questions-là. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre? Il me semble qu'il n'y a que les designers qui se posent ce genre de questions. Il n'y a pas tellement d'autres sociétés de services, en fait, des gens qui ne sont pas dans la production directement, qui se posent ce genre de questions très générales, en fait. Il me semble. Donc le rôle designer me paraît assez fondamental. Et est-ce que dans les personnes qui sont restées assises, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous n'êtes pas levé? Peut-être parce que je suis pas designer. Pardon. Allez-y. Ah ouais. En fait. Allez-y. Oui, peut-être parce que je suis pas designer, il n'avait pas tout à fait compris la question. Donc, à part ça. Non, parce que je pense que moi la vision que j'ai, c'est que un designer doit permettre de faire le pas de côté, sortir du cadre. Bon, ce que vous venez de dire, c'est ce qui a été dit, ça nous concerne tous. Mais c'est un peu une contrainte sociale finalement, hein, un impératif social. Donc on est dedans, donc on va dans ce cadre-là, quoi. On reste dans ce cadre-là. Or, moi, il me semble que l'intérêt, c'est aussi d'être en capacité de faire ce pas de côté pour avoir un autre regard et apporter cette créativité en fait. Ok. Alors, donc, pour répondre, oui, c'est le mot désirable qui m'a un petit peu. Ok. Voilà. Alors, je suis en partie architecte, hein, et je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord. Par exemple, un des enjeux qu'il pourrait y avoir, c'est la densité urbaine, etc. Ce qui peut être un enjeu souhaitable pour les questions environnementales, la densité. Donc, vous voyez, il y a une question d'acceptation sur cette densité, et donc le travail pourrait être de rendre des solutions denses, attractives, donc désirables. Oui. Donc là, ça marche. Mais encore faut-il que le désirable soit basé sur l'effectif. C'est-à-dire que si c'est du désirable et pas étayé par l'effectif, c'est la com. Donc c'est là le minimum. Voilà. Ok. Merci. Eh bien, sans plus attendre, nous allons passer à la suite. Vous voyez bien le slide. Alors finalement, pendant cette phase
de conception, que moi j'ajoute comme ça. La question qu'on peut se poser, c'est à quel récit on est en train de répondre, à quel récit on est en train de participer par rapport à notre société. Il est de moins en moins envisageable aujourd'hui de concevoir des solutions qui sont décorrélées des enjeux qu'on vit, dont vous parliez, des enjeux de tous nos métiers finalement, liés aux enjeux sociaux, environnementaux, etc. Et encore, moi j'ai envie de rajouter ce qu'on voit aujourd'hui aux enjeux géopolitiques, aux enjeux de paix et aux enjeux de démocratie. On voit bien qu'en fait tout est lié et que finalement nous en fait donc praticiens et praticiennes du design ou des métiers qui sont connexes et qui ont cette même force, on a quelque chose qui est dans nos bagages partiellement inexploité, qui est cette approche de la complexité. Vous aviez parlé tout à l'heure du côté systémique large en fait de cette approche. Mais c'est sous-utilisé, sous-exploité pour des raisons, selon les entreprises, de scope, de racines, de silos, etc. Où en fait, finalement, à la fois l'approche complexe est intéressante, mais finalement, vu que les cases sont comme ça, il faudrait qu'on sorte de plusieurs cases. Et parfois, dans certains contextes, en fait, typiquement d'entreprise, c'est pas possible de sortir de ce cadre-là. Et du coup, j'avais envie de revenir sur l'objectif de développement durable numéro 12 de l'ONU, que vous connaissez peut-être, qui est consommation et production responsable. Et je trouvais que c'était intéressant juste d'y revenir parce qu'en fait, si on prend cet enjeu-là, on voit que c'est lors de cette phase-là, en fait, qu'on va pouvoir penser à toutes les étapes de ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui circulaire, toutes les possibilités de l'économie circulaire avec la possibilité de penser à quelque chose qui va être réparé, réutilisé, recyclable, la refabrication, etc. Et le mot responsable dedans me paraît intéressant aussi parce que ça nous amène à réfléchir si on est en train de travailler ou non sur la disparition du travail des plus fragiles. Et pourquoi je parle de ça parce que, et je vais vous en parler juste après, mais il y a un vrai sujet aussi à se questionner par rapport à l'accessibilité liée au genre. Dans le dernier rapport de l'UNESCO qui date de 2023, je reprends la phrase ici, ce rapport disait « Il existe des écarts de genre incomparables en termes de technologie digitale et davantage quand il s'agit d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les filles et les femmes sont 25% moins susceptibles de savoir comment utiliser les technologies digitales de base que les hommes. 25%. C'est vraiment énorme. Donc la question c'est, joue-t-on un rôle dans cela en tant que concepteur, conceptrice, etc. Et comment on peut amener du débat auprès des organisations dans lesquelles on travaille, pour nos clients, etc. avant qu'en fait on atteigne un point où les conséquences sont déjà là et qu'il faut traiter en fait les conséquences. Et notamment, moi j'aime bien parler de ce service RSE qui est dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qui, pour moi, devrait travailler systématiquement main dans la main avec les gens qui fabriquent, qui conçoivent, qui imaginent, autant que les gens qui décident. Et c'est pas toujours le cas, mais parfois c'est le cas encore une fois. Ces départements aujourd'hui, leur rôle, il est pas assez large. Ils n'ont pas cette possibilité de faire des choses comme ce qu'on aimerait qu'ils puissent faire. Notamment, en fait, si vous l'observez et si vous connaissez ça, ils vont beaucoup être dans le développement d'actions avec des associations. Ils vont financer des actions d'associations qui vont travailler sur l'extérieur de l'entreprise, finalement, comme aller nettoyer des plages, ce genre de choses qu'on peut voir. Mais très peu, finalement, sur comment on transforme l'entreprise elle-même. Comment on transforme l'entreprise, comment on transforme ce qu'on produit, ce qu'on crée à l'intérieur de l'entreprise, de manière à pouvoir réinventer les modèles d'affaires, etc. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, nos métiers sont des métiers, encore une fois, on parlait de profils, donc c'est à la fois des profils stratégiques, des profils qui pensent de manière large, qui pensent de manière systémique et qui permettent, en fait, qui sont indispensables pour pouvoir repenser à à penser l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des externalités et de pouvoir développer en fait des nouvelles projections dans le futur pour nos entreprises. Alors que l'humain est un animal qui fabrique des outils, moi j'ai envie de demander comment est-ce qu'on peut s'assurer que
on pense au bien commun dès la phase de conception et avant même le début de la phase d'extraction. Comment on décide de concevoir ou non, parce que le non est une option. Akos Tertan disait lors d'une de ses dernières conférences, donc lors de XDA 2023, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande conférence internationale qui a lieu depuis pas mal d'années et qui est normalement plutôt sur des sujets autour du numérique, mais qui parle aujourd'hui énormément du système économique actuel, du capitalisme, de l'inclusion, etc. Et Akos Tertan disait cette phrase: nous entrons dans la fin de l'ère de l'ajout. La question, c'est qu'allons-nous changer dans le système et non plus qu'est-ce que nous allons créer. Ça remue, mais surtout quand on est dans une conférence de gens qui produisent, qui créent, qui conçoivent, de porter des phrases comme ça peut être, enfin c'est lourd. Et en même temps, en fait, on a les travaux de Pardis Shafafi et Julia Basoli sur un outil qui s'appelle le Do No Harm Design Framework. Donc on voit bien qu'on est en cette lancée. Et puis si je tiens un peu plus le fil, on a Designers Interactifs qui ont sorti en 2023 un dossier qui s'appelait « Quand faut-il numériser ?» Donc on n'est plus dans « on numérise tout, on transforme tout », mais quand est-ce qu'il faut réellement numériser? Et je ne peux pas m'empêcher de rattacher aussi tout ça aux travaux d'Alexandre Monin avec le design du renoncement. Et en fait, je trouve qu'avec tous ces travaux, on voit bien que l'option de décider de ne pas concevoir, de ne pas créer quelque chose de nouveau, est quelque chose qui est porté par beaucoup de designers à l'international aujourd'hui. Et puis arrive juste après la phase d'extraction. Alors c'est ma préférée en termes de visuel. Je trouve très rigolote. Pour ceux et ceux qui ne connaissent pas, c'est mon voisin Totoro avec les petites noiraudes, ça s'appelle, les petits trucs noirs. Et donc on arrive à cette phase d'extraction. Je surveille l'heure. J'ai commencé à quelle heure? Ok, donc j'ai à peu près 30 minutes. Quoi. Puis donc arrive cette phase d'extraction, là où nous pourrions dire que finalement la plupart des réalisations numériques s'appuient sur des périphériques qui sont déjà dans la main des utilisateurs. Donc en fait finalement on pourrait s'extraire de la responsabilité quand on fait de l'UX, de l'UI ou des choses comme ça, des sites internet, des applications, on pourrait s'extraire de externaliser la responsabilité en disant je n'ajoute pas, en fait je fais des nouvelles solutions mais les périphériques existent déjà. Le problème, c'est que 65 à 90%, je prends mes notes parce que je ne veux pas me tromper, 65 à 90% des impacts environnementaux du numérique sur les ressources qu'on appelle abiotiques, donc les ressources, voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Non vivantes. Non vivantes, viendraient des terminaux, donc 65 à 90%. Donc en fait, si on se dit, en fait ces terminaux existent déjà, peu importe ce que j'imagine dessus, en fait c'est ok, ben on externalise notre responsabilité de ce sujet majeur. Et en fait on attend aussi une augmentation de l'impact carbone du numérique de 45% entre 2020 et 2030. Si on continue dans cette lancée, on augmente de 45% notre impact carbone dans le numérique. 45%, c'est énorme. La question donc en fait c'est de se poser la question, cette idée qui a émergé dans notre idée d'un produit, d'une solution, etc. Est-ce que ça mérite de participer à davantage d'extraction de matière ou non? Et tout ce que ça implique. Et en fait je me dis aussi, et de voir finalement en fait les modèles d'affaires sur lesquels nous, donc les designers ou du coup les architectes, je connais moins le milieu de l'architecture, mais nous les designers en fait on s'appuie sur des modèles et je repense au modèle de l'édition qui est quelque chose qui est important pour beaucoup, qui même est un rêve pour certains des designers. Et il y en a d'autres des modèles comme ça qui finalement sont basés sur la quantité et qui ne sont pas limités en termes de zone géographique pour la plupart. C'est-à-dire qu'on met à disposition et ensuite le rêve c'est que du coup ce soit une quantité qui soit vendue et peut-être même à l'international, loin, etc. Et en fait, je ne sais pas quelle est la réponse, mais je me dis juste qu'en fait, peut-être ça peut être intéressant nous aussi de se poser la question sur quel modèle économique, modèle d'affaires, on appuie en fait nos métiers. Et est-ce qu'ils sont compatibles avec les enjeux d'aujourd'hui? Beaucoup de questions, j'ai pas beaucoup de réponses, je vais très bien. Et puis ensuite vient la phase de fabrication. C'est très très bien aussi.
Et je sais plus, c'est quoi le voyage de Chihiro. Ici, je repense en fait à un de mes amis avec qui j'ai discuté récemment, qui a bossé pendant plusieurs années sur un projet. Il a développé un super projet qui visait à aider et à soutenir l'économie sociale et solidaire, le développement économique de ces organisations-là. Et il a appris récemment qu'en fait son patron avait, donc il a bossé pendant 2 ans dessus, il m'avait dit j'ai mis toute mon âme. Et en fait le projet a été vendu à l'industrie de la pétrochimie. Il a été totalement dévasté, je pense qu'il est en train de faire un burn-out. Mais on va voir ce que ça donne, mais globalement il s'est dit mais je n'y crois plus, c'est quelqu'un qui intervient sur des sujets d'éthique, etc. Et en fait lui-même s'est retrouvé dans cette situation, donc c'était extrêmement difficile. Et en fait là où je voulais en venir, c'est que en fait quand on ouvre une porte, même avec les meilleures intentions du monde, on ne sait pas comment notre idée peut muter, peut être transformée, peut être prise, etc. Nous en fait les ingénieurs, les designers, les concepteurs, les savoir-faire, on n'est pas les gardiens de ce que va devenir ce que nous avons créé, car il peut être repris et transformé à l'infini. Notre pouvoir, c'est qu'au moment où ces projets passent entre nos mains, nous soyons irréprochables sur notre analyse systémique des impacts. À chaque étape, même dans une économie principalement linéaire, en fait, on peut dire « Attention, je pense que c'est une erreur. Prenons plutôt cette direction. » Ou et si nous ne le faisions pas? Après, nos clients ils peuvent décider de quand même le faire. Mais on est là aussi pour dire ces choses-là. Et de continuer à se questionner. La façon dont est en train d'être construit ce projet, ce service, ce produit, etc., cette expérience numérique. Est-ce qu'elle utilise, et ça j'en reviens à quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure dans vos interventions, utilise-t-elle des connaissances du cerveau humain à des fins opposées au bien commun? Certains travaux aujourd'hui amènent même à la conclusion que certains designs formatent finalement nos comportements en les rendant plus prédictifs. Alors susciter l'envie et non le besoin, susciter l'envie et non répondre à un besoin, ce serait aller pas assez profond dans l'analyse des impacts de nos métiers. Alors finalement, en fait, toutes ces décisions, on se retrouve à se dire, finalement, ces décisions, elles sont dans les mains des concepteurs, qui sont tout en bas de l'échelle, ou potentiellement qui sont mal payés, alors qu'en fait, c'est pas juste en fait. La responsabilité en fait de modifier durablement les comportements dans une idée d'augmentation, j'aime bien dire dans une augmentation d'un panier ayant aussi des impacts potentiels sociaux et environnementaux, doit-elle incomber aux personnes qui sont tout en bas de l'échelle d'une entreprise? Les concepteurs et conceptrices ne devraient-ils pas du coup avoir une place systématique autour des tables de décision, des conseils d'administration, des COMEX, etc., pour pouvoir dire, ok, on a une représentation des gens qui fabriquent, qui ont les mains dans le cambouis, ou qui imaginent, ou qui conçoivent, etc. Un jour, dans un de mes précédents jobs, j'ai travaillé une partie de ma carrière rattachée à un service, mon équipe était rattachée au service communication et marketing, et je reçois un mail de quelqu'un qui me dit « Oh, on a une super idée, on aimerait que l'équipe de design travaille sur cette campagne marketing, on voudrait tester ça, ce concept, etc. » Et donc je leur réponds par écrit en leur disant « Donc ce que vous êtes en train de me demander, c'est d'utiliser tel principe du cerveau humain, d'utiliser cette faille-là du fonctionnement du cerveau humain pour voir si les personnes vont acheter. » Et en fait, en appuyant sur les travaux de neurosciences, etc., j'ai jamais eu de réponse à mon mail et en fait, on nous a jamais demandé de le faire. Après, je vais pas vous mentir, il est possible qu'ils aient fait appel à une entreprise externe en disant ils nous saoulent les designers de l'entreprise là à nous ramener à la réalité, etc. Parce qu'en fait, concrètement, c'était vraiment ça qu'on nous demande en fait. On nous demande de faire des trucs, ce serait sympa. Alors c'est choisissez cette couleur ou essayez ça. Et en fait, nous derrière, on est en train de dire mais en fait, ce que tu nous demandes, c'est pas juste mettre de la couleur quoi en fait. Ça a un impact en fait sur le cerveau des êtres humains. Et ce que vous nous demandez, c'est de tester qu'est-ce qui va mieux marcher avec un cerveau en fait. Et là, moi, en fait, j'étais pas d'accord de prendre cette décision et que mon équipe de design doivent prendre cette décision parce qu'en effet, on est tout en bas de l'échelle en fait de l'entreprise. Et en fait, on a tous les autres qui décident pour nous. Donc, j'ai refait remonter la décision. Et donc, on n'a pas fait ça. Voilà. Mais pour moi, ce serait ça, ce serait de dire en fait ces décisions-là qui impactent en fait le cerveau humain, ça ne devrait pas être à nous de prendre ces décisions seuls, en tout cas.
Et surtout qu'après cette phase vient la phase de distribution. Dans laquelle on englobe souvent la communication et le marketing. Hop. Et cette phase-là, on englobe en fait à cette étape tous les coûts liés au marketing et à la communication. Alors qu'en fait, le marketing et la communication, ils interviennent là, en fait, sur la conception des narratifs, sur quelle histoire en fait on raconte. Alors qu'on les prend en fait juste sur leurs externalités. Toi qui travailles dans la communication, je vais être contente par cette phrase. on les compte juste sur leurs externalités liées à la phase de distribution. Moi je trouve que c'est un intéressant phénomène. Et donc j'ai envie de regarder là, impact du marketing dès le début en fait. Alors je ne vais pas revenir sur le coût de distribution physique des produits, tout ça on connaît, vous connaissez très bien tous ces sujets, mais j'ai vraiment envie de revenir sur cette phase de distribution, sur le rôle du marketing et de la communication, parce que beaucoup de designers travaillent directement ou indirectement avec ou pour en fait, ces services-là. Et depuis le début du siècle précédent, en 1917, est-ce que j'ai mis cette phrase sur ma slide? Ce serait pas mal ça. Exactement, j'ai mis. Hermann Mutesius, architecte, écrivain et diplomate, disait « Cela n'a pratiquement pas de sens de tourmenter continuellement les cerveaux de milliers de gens rien que pour produire des choses qui n'ont d'autre objectif que d'être nouvelles. » 1917. Et on est encore en train de se poser la même question. Et du coup, alors que l'attention, c'est la première étape des stratégies marketing, on est attention, intérêt, désir et action. Les expériences que nous concevons participent-elles à une économie de l'attention, dont on entend de plus en plus parler, ou un impact grandissant sur les capacités de concentration individuelle et collective? Si vous avez besoin, j'ai tous les travaux de recherche qui s'appuient sur ce que sur ceux lesquels je m'appuie, je peux vous les donner après. Mais notamment en fait ce sujet-là de captation, de capacité de concentration collective et l'impact en fait que les phases de conception ont. Il y a des travaux de recherche sur ce sujet. Sommes-nous en train de concevoir des systèmes d'attention qui s'appuient sur des spécificités du cerveau humain utilisées comme failles? L'économie de l'attention mérite pour moi toute notre attention active. Alors on pourrait ici encore prendre plein d'exemples, mais je n'en prendrai que quelques-uns, encore une fois dans le numérique, et je suis désolée pour ceux qui n'en sont pas dans le domaine, mais par exemple un trop large choix de produits. Un filtre, vous savez les filtres qu'on peut utiliser pour filtrer une solution. Un filtre qui ne filtre pas assez. La mise en place d'un système de défilement infini sur les sites embrouille l'esprit et maintiennent la personne dans un état de doute et de captation, pour finir par acheter 3 paires de chaussures, ou aucune, ce qui crée aussi une certaine charge mentale. Trop de propositions amènent à rester en surface, et faute de temps à cause de toutes les autres distractions, notifications qu'on peut avoir, etc., qui continuent de s'accumuler, on a ce sentiment que en fait, la vie continue d'avancer, donc je dois prendre une décision, je dois faire un choix, mais en fait il y en a trop, j'y arrive pas, donc ça me fait paniquer, voilà, en gros. Et beaucoup en fait n'arrivent finalement à pas prendre de décision de qualité. Alors que du coup l'économie de l'attention c'est la base sur laquelle repose le marketing et la vente. Comment nous, du coup en tant que designer, on peut au minimum apporter un peu de soulagement au cerveau des autres êtres humains par le design? Devons-nous continuer à créer des nouveaux produits de plus en plus nichés pour s'engouffrer dans une nouvelle opportunité business tout en se convainquant que oui, nous répondons à un besoin? Ça va, vous m'en voulez pas trop, là je suis pas trop... Et puis comment ne pas évoquer justement la notion de mémoire quand on parle d'attention? Je repense à la conférence de Mark Zay, pareil, toujours dans le domaine du design, il intervient. Mark Zay, sur la mémoire, sa conférence s'appelait Improving Interaction with Our Stored Memories, pendant laquelle en fait il expliquait qu'un engagement concret des mains, du toucher, l'écriture manuelle joue un rôle prépondérant dans la mémorisation. Avec le digital, la recherche d'informations, le contact physique qu'on a avec l'information, avec toutes les informations est le même en fait, c'est juste sur le bout du doigt, toujours. Et du coup finalement, ça met la même sensation sur notre corps. Ce qui fait que quand on essaie de se rappeler d'une information, aujourd'hui, on a plutôt tendance à se rappeler de la localisation d'où est l'information et pas l'information elle-même. Est-ce que vous pouvez vous connecter à ça? Est-ce que ça fait sens? C'est-à-dire que vous allez vous dire,
Attends, c'est où qu'on allait manger? Ah ben j'étais allée le rechercher dans TripAdvisor. Plutôt que de dire dans ma tête, je vais essayer de retrouver l'information. Ah oui, j'étais allée la chercher à tel endroit, donc je vais rechercher l'information là où je me rappelle l'avoir trouvée. Plutôt que de rechercher l'information dans notre mémoire. Et en fait, c'est ça qui a un impact de plus en plus important, en fait, sur notre capacité de mémorisation. Moi, je trouve que c'est ce genre d'information qui nous amène à imaginer des nouveaux projets ou même changer notre façon de travailler. Je sais qu'ici dans la salle, il y en a beaucoup qui travaillent aussi de manière manuelle, mais pour moi, en fait, c'est là qu'on est en train de toucher au truc. Est-ce que c'est pas le dégât majeur de cette séparation entre les savoirs d'un côté et les savoir-faire de l'autre, qu'en fait, on est en train de dire, du fait d'avoir fait cette séparation-là, en fait, ceux qui ne touchent plus de matière, qui ne travaillent plus avec leurs mains, sont en train de perdre en fait leur capacité de mémorisation. Vient alors juste après la phase de consommation. Pognon sur la falaise. Poisson. Je suis certaine que vous la connaissez par cœur cette phase et le rôle principal du design ici, aujourd'hui, en lien avec une économie plus responsable, c'est de pérenniser la durée d'utilisation de ce qu'on conçoit avant qu'elle devienne obsolète peut-être, enfin de faire en sorte que cette durée d'utilisation devienne pratiquement, et peut-être même imaginer quelque chose qui ne soit plus obsolète. Alors pour ceux qui font des objets physiques, c'est presque, c'est pas facile, mais c'est presque faisable facilement. Pour ceux qui font par exemple des objets de haute technologie, comment on fait pour que finalement un objet de haute technologie garde cette espèce de hype de dire ah oui c'est le truc que j'ai acheté en 2011, ouais je sais c'est trop la classe, je l'ai encore et tout, il marche trop bien. Comment on rend la hype de quelque chose plus en fait le dernier iPhone, mais en fait ouais non moi j'ai encore le Nokia 3310 en fait, ouais c'est trop classe. On peut encore en acheter d'ailleurs sur internet, j'ai failli en acheter un vieux Nokia 3310. Et finalement en fait excusez-moi, je suis perdue. Je me posais la question en préparant cette conférence. Est-ce que finalement ce choix de consommation, c'est vraiment encore un choix pour les consommateurs? On parle beaucoup, en fait, il y a beaucoup de débats sur le niveau de responsabilité de l'individu par rapport à la société, etc. Mais je me dis, j'aimerais bien avoir le pourcentage en fait de notre responsabilité en tant que consommateur aussi sur ça, parce qu'une fois qu'on a, on nous raconte des récits et des narratifs qui sont pas compatibles, qu'on utilise en fait finalement nos connaissances du cerveau humain pour nous amener à avoir envie d'avoir ou de posséder, etc., quelque chose en particulier. Le rôle de la réclame, le rôle l'usage des failles du cerveau, etc. C'est quoi en fait le pourcentage qui nous reste de vraiment qu'on est vraiment responsable en fait sur cette partie de consommation. Donc en tant que designer, je sais qu'on a une grosse responsabilité, mais en tant que consommateur, je me pose la question en fait, voilà, je sais pas. Encore une fois, je vous donne pas des réponses, mais je vous pose des questions. Voilà. Et donc moi, ça ressemble à ça mon truc, en gros à la fin. Voilà, je vais pas en parler plus longtemps, mais c'est vraiment l'idée de se dire que on aimerait bien remettre les choses en place. Moi, c'est ce gros truc là que je veux vraiment remettre à sa place là, c'est-à-dire que l'impact il est là, que nous on retravaille, qu'on a la capacité de retravailler ces narratifs. On voit qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et voilà, en gros. Et du coup, maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Et bien moi, j'ai envie de dire que déjà, on peut se rappeler qu'il est totalement possible de changer. Voilà 2,8 millions d'années, on ne sait pas à l'échelle, hein, et 2,8 millions d'années que l'humain fabrique des outils, Homo habilis. Là. Voilà seulement 200 ans ici qu'on est dans la production de masse, et encore moins quand on parle de la production de masse du numérique. Donc ça veut dire que notre trajectoire elle est complètement ajustable. Même si on a l'impression qu'en fait on est dans une trajectoire qui n'est plus ajustable, en fait c'est tout petit là-bas. Donc on a vraiment cette capacité-là. Surtout si les personnes qui fabriquent décident qu'il est temps de changer de trajectoire. Je ne vous parle pas de faire une révolution de tous les gens qui fabriquent et qui conçoivent et qui imaginent. Mais comme le disait Akos Tertan, en fait, qu'est-ce qu'on peut modifier à l'écosystème plutôt que d'ajouter à l'écosystème? Alors,
est-ce que vous avez, et je pense que vous avez déjà entendu, nombreux sont les designers qui ont souvent fait des rapprochements entre notre métier, et les architectes aussi d'ailleurs, et l'éthique liée au serment d'Hippocrate, ou voilà, tous ces sujets dans la médecine où en fait ils sont engagés sur des serments, des choses comme ça. Mais aussi des frameworks éthiques, dont je vous parlais tout à l'heure, du Nduno Arm Framework, et des grilles pour mesurer la qualité de design, je pense aux 5E de l'Institut français de design, ou même la charte des syndicats de l'AFD, etc. Il y a toujours ce travail de réflexion, on a envie de poser à un moment ça. J'ai eu envie de me prêter à cet exercice en partant de la déclaration de Genève, et d'apporter une approche légèrement utopique, hein. On n'est pas comme dans la médecine, pour notre métier en assumant pleinement peut-être la naïveté, limite de la faisabilité de l'application d'une telle chose, mais ça pourrait ressembler à ça. Et c'est un peu un moment solennel, je vous préviens, j'ai repris les mêmes débuts de phrase que la déclaration de Genève. Alors, en ma qualité de membre de la profession du design, je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité et du vivant. Je considérerai la santé et le bien-être des utilisateurs et utilisatrices, directs ou indirects de mes produits sur tout le cycle de vie de mes créations comme ma priorité. Je respecterai l'autonomie et la dignité des utilisateurs et utilisatrices. Je veillerai au respect absolu de la vie humaine et du vivant. Je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladie, d'infirmité, de croyance, d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, d'orientation sexuelle, de statut social et tout autre facteur s'interposent entre mon devoir et les utilisateurs de mes produits. Je respecterai les secrets qui me seront confiés au travers des données collectées par exemple, et même après la mort des utilisateurs. J'exercerai ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques de design et toujours avec une approche systémique la plus large possible. Je perpétuerai la pratique de design éthique et n'oublierai pas l'histoire du design, afin de ne pas participer à la reproduction des erreurs du passé. Je témoignerai à mes utilisateurs et utilisatrices, à l'humanité, aux vivants, le respect et la reconnaissance qui leur sont dus. Je partagerai mes connaissances de design au bénéfice du vivant et pour les progrès sociaux, sociétaux et environnementaux, en m'assurant de l'accessibilité réelle de ces connaissances à toutes et tous. Je promouvrai la discussion, le débat et ne laisserai pas la polarisation des points de vue réels ou médiatiques embrumer mon approche de designer. Je veillerai à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation et de mes connaissances techniques afin de concevoir de manière durable et régénérative. Je n'utiliserai pas mes connaissances de design pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques en utilisant, entre autres, les connaissances sur le fonctionnement du cerveau, même sous la contrainte. Je fais ces promesses sur mon honneur, solennellement et librement. J'aime bien l'idée qu'on puisse réimaginer de nouveaux récits, de nouvelles utopies qui amèneraient forcément le métier du design dans une direction ou redirection, diraient certains, désirable et durable, connecté au vivant. J'aime l'idée que notre métier, notre pratique, s'engage fermement face aux enjeux actuels, plutôt que d'essayer de définir ce qu'est un vrai ou une vraie designer. J'aime l'idée de pouvoir être ici sur cette scène et de vous avoir raconté ce qui me trotte dans la tête depuis tant d'années. Aujourd'hui, je vous ai livré un récit volontairement utopique dans sa mise en œuvre, conscient des dissonances très claires entre ces valeurs-là et le système économique qui nous porte aujourd'hui. Et qui a faim, et j'aime bien dire ça, comme l'un ou l'une d'entre nous, qui avons encore un M&M's qui fond dans la bouche et un grand sachet de M&M's dans la main et qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher d'en prendre un autre. Enfin bref, je pense qu'il est important pour nous, dans ce récit, d'être ambitieuse en fait, afin que les pommes un peu moins loin de l'arbre, de manière à ce que nous puissions faire pousser un arbre, prendre soin avec une patience bienveillante pendant des années, 8 ans, pour faire pousser un pommier, afin de récolter les premiers fruits. Finalement, c'est une vision du futur qui est dans l'acceptation face aux transformations sociales nécessaires et de trouver la juste place, le juste usage des innovations techniques. Quitter le navire pour agir différemment ou rester au sein des organisations afin de continuer à
même technique. Donc quitter le navire, donc quitter les entreprises, etc. pour agir différemment ou rester au sein de ces organisations pour réussir à les transformer de l'intérieur ou avec nos clients, c'est le choix de chacune ou chacun. Au-delà du débat en fait de la rétention de talent d'ailleurs, qui est un vrai sujet, d'accepter que certains et certaines designers décident de quitter les entreprises pour devenir agriculteurs et maraîchères. Car finalement, alors que 80% des agriculteurs et agricultrices françaises seront partis à la retraite dans 8 ans, que un agriculteur tous les 2 jours met fin à ses jours en France, qu'est-ce qui est véritablement urgent et important? C'est une des raisons pour lesquelles nous, du coup chez Terrestre, dans notre espace de fabrication, il y a une très grande importance dans la transformation artisanale de l'alimentation au sein de notre lieu. Merci à vous. Et merci de m'avoir écouté. Merci à Designer Plus pour cette invitation d'aujourd'hui. Merci aussi au Grenoble Lab que vous connaissez peut-être et qui sont peut-être en ligne ce soir de soutenir en fait le projet Terrestre depuis le début. Et du coup, nous, on est en train de monter un projet qui est un projet de tiers-lieu de production sur le Grésivaudan, à côté de Grenoble. Et on a apporté avec nous quelques exemplaires. On a fait une première revue, le premier numéro de notre revue qui s'appelle Sherpa. Je veux bien un exemplaire pour montrer à la caméra en même temps. Dont le but est de valoriser, de mettre en avant en fait les savoir-faire, les pratiques, les matériaux qui nous paraissent intéressants pour demain en fait. Et on l'a appelé Sherpa, il et elle nous montrent la voie. Donc c'est plutôt local, donc on est à l'échelle de l'Isère au maximum, et on essaie vraiment d'aller creuser, de trouver en fait au sein de ce côté très local les pépites et les gens qui vont nous inspirer et nous donner envie d'avancer, comme il y en a certaines et certains dans cette salle que je ne citerai pas, mais qui m'inspirent beaucoup, Jeanne. Voilà, merci beaucoup. Vous avez des questions en visio aussi, un petit mot à faire passer à Johanna avant qu'on passe au discours des vœux? Tu as été très claire. Oui. Est-ce que vous avez en tête, les entreprises pensent beaucoup à compétitivité, c'est-à-dire elles sont en concurrence avec des concurrents mondiaux. Est-ce que cette idée entre dans le cadre de vos réflexions? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on peut percevoir, enfin l'angle qu'on prend finalement quand on échange avec les entreprises, c'est que c'est de l'innovation en fait, c'est de l'innovation de modèles économiques. Finalement, en fait, on est en train de leur dire, si vous continuez dans cette direction, voilà en fait tous les freins en fait qu'il y a, un peu comme ce qu'on peut voir avec les Black Mirror ou toutes ces histoires en fait qui montrent que si on continue dans cette trajectoire avec ces récits, on va dans cette direction. Donc ça veut dire que l'entreprise elle-même, sa durée de vie, elle est limitée. Alors qu'en fait, si on comprend qu'en fait il y a un changement qui est en train de se mener et qu'on est dans les premiers en fait à prendre ce changement-là, on a plus de chances de pouvoir avoir évidemment il va y avoir une baisse de croissance et puis ensuite ça va continuer à remonter tranquillement. Alors qu'en fait, plus on retarde ce petit truc, il va décrocher forcément à un moment donné. Il va y avoir une baisse de croissance, c'est pas une baisse de productivité, mais une baisse de croissance, qui du coup, il faut l'accepter et pouvoir le faire le plus tôt possible. On a des bons exemples en fait sur notre territoire, dont des entreprises qui ont décidé d'arrêter de croître en termes de taille, de nombre de salariés par exemple. Donc c'est des entreprises qui ont dit en fait à partir de maintenant, nous on existe depuis X années et c'est plutôt des entreprises familiales en général, même si elles sont grosses, qui vont dire en fait on est bien, on fonctionne bien, on sait s'adapter, on reste à cette taille-là. Et donc ça par exemple c'est un signal qui est intéressant. Voilà. Ensuite il y en a d'autres où on a des bonnes nouvelles et puis des mauvaises nouvelles, donc des avancées, on se dit ouais ça y est ils vont réussir à changer leur modèle économique et puis ensuite les anciennes pratiques reviennent. Parce que c'est pas assez rapide et évidemment en fait il y a ça aussi et ça c'est pas évident à accompagner mais globalement ce qu'on voit c'est que même s'il y a des retours en fait une fois que les employés de toute une entreprise ont adhéré en fait à un discours, si l'entreprise revient derrière en fait ils perdent leur talent
et du coup ils n'arrivent plus à recruter. Et c'est aussi là, en fait, c'est pour ça que je parlais de la rétention de talent qui est un des enjeux majeurs aujourd'hui. En fait, si on n'a plus personne de talentueux dans les entreprises, parce qu'en fait les récits que raconte l'entreprise ne nous donnent plus envie d'être là, et c'est le cas pour beaucoup de designers en fait qui quittent les entreprises et pas que les designers, en fait on ne pourra pas de toute façon continuer à croître. Si à côté de ça on a des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui nous accueillent peut-être avec des salaires moins intéressants, parce qu'on ne sera pas sur 150 ou 200 000 euros à l'année, mais peut-être sur quelque chose qui est autour de 50 ou 60 000 euros par année. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, pourquoi est-ce qu'on resterait dans une entreprise à laquelle on ne se raccroche plus en termes de valeur ? Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, il y a un énorme travail par les entreprises qui est fait au niveau de la communication pour raconter une histoire que du coup, qui permettent aux employés d'avoir envie de rester dans l'entreprise. Et c'est des moyens colossaux. Certaines entreprises, je ne citerai pas, elles commencent par la lettre T, et qui sont massifs. Ils mettent des moyens colossaux pour pouvoir raconter une autre histoire et que les employés n'aient pas honte en fait d'être dans cette entreprise-là. Donc la fuite des talents est un des axes majeurs pour pousser la transformation des entreprises. En tout cas, c'est mon analyse. Il y avait une autre question au fond, peut-être? Non, j'y arrivais. Non. C'est bon? Merci. Merci. Vous avez des questions en ligne? Merci beaucoup Johanna. Je vais prendre quelques instants la parole pour vous partager les mots de Philippe Moine qui ne peut pas être là aujourd'hui. Voilà, il est en train de se faire opérer, c'était pas un choix. Donc tout va bien se passer. En tout cas, il vous souhaite à tous une belle année. Il vous souhaite la réussite, des collaborations. Et puis, en tout cas, il réitère tous ses vœux à la transformation de l'association dont on va vous parler maintenant. Donc, comme vous avez pu l'observer, la team des plus s'est accrue. On va revenir un petit peu sur les actions de 2023 et puis ce que ça préfigure en 2024. 2023. Alors, 2023, ça a été 95 adhérents. Là, on a. Non, mais grosse. Non, en fait, c'est pas 95 adhérents, c'est 95 structures adhérentes. Donc, le réseau va très très bien, c'est plus 30. Donc, c'est plutôt des très très bons indicateurs. 37 nouveaux adhérents, un nouveau recrutement. Tadam ! Voilà, c'est pas mal. 2024, 2023. Il y a des millésimes. Et puis, en fait, ça a été une année où on s'est engagé auprès des écosystèmes en répondant à un projet européen autour de la question des droits, de tout ce qui est propriété intellectuelle. Et l'AMI-ICC, donc sur les industries culturelles et créatives. Et on a gagné la première partie, plus exactement, qui est portée par la Cité du Design, Saint-Étienne Métropole, pour développer en fait tout l'écosystème du design sur le territoire en reprenant les bonnes bases. Il y a eu des crises, c'est plutôt salutaire, ça nous invite à nous questionner, à être beaucoup plus solidaires. Donc cet ICC actuellement, il va nous permettre d'aller vers de nouveaux projets. Je reviendrai dessus. Et le lancement d'un DLA. Et oui, si l'association grandit, ce qui est important, on va plutôt bien en ce moment. C'est important pour nous de structurer son fonctionnement. Donc le DLA, il va porter sur la gouvernance et puis sur la stratégie de l'association. Et normalement, on devrait lancer ça en mars. La partie avec l'expert, on a eu les retours. Alors 2023, ça a été aussi une vie de réseau active. Il y a eu bien sûr la soirée des vœux qu'on réitère actuellement, plein de temps d'échange. Donc on a eu des rencontres au Lab 01, un atelier à la brasserie du digital, des apéros d'intelligence collective, des afterworks, des petits déjeuners, plein de formats différents. Et un événement inter-réseau Loire avec 10 autres réseaux d'entreprises et plus de 120 invités. J'ai vu qu'il y avait Nadia Boucher qui représente Cléo, voilà, et qui en a co-créé cet événement et avec 10 autres réseaux.
Ça a été aussi de nombreux accompagnements et formations proposés. Donc on a eu les webinaires, spécial graphiste, spécial commercial, ainsi que des conférences, notamment pendant la nuit du design à Grenoble. Des formations, donc concevoir des aménagements de mobilité douce adaptés à tous. Une formation sur la méthode Unvelt Cycletos pour remettre le vivant au centre des créations. Et un workshop sur oser répondre aux appels d'offres de design. Avec le soutien de Nathalie Arnoux, en fait, qui est venue nous expliquer en tant que commanditaire ce qu'elle pouvait attendre des designers, mais il me semble qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont participé. Et la création du programme de mentorat, donc lancement de cette offre. Il y a beaucoup de mentorés et de mentors qui sont ici ce soir, merci beaucoup, qui sont venus à l'événement juste avant. Ainsi que la création la redéfinition plutôt d'un workshop qui s'appelle Se projeter dans sa future vie professionnelle, qui est proposé aux étudiants en 3e année ou 5e année d'école d'art, de design. Voilà. On a eu aussi du développement économique, Gaëlle peut-être sur ces sujets. Donc en fait le travail de l'Observatoire du design c'est clos, enfin, il y a eu un appel d'offres pour le mettre en forme et nous pourrons vous partager très bientôt les retours de cet observatoire. Il y a donc le fameux appel d'offres européen qui pour l'instant est gelé. Il y a la MICC dans laquelle nous sommes engagés pour la création d'un incubateur du design et qui viendra s'intégrer en fait dans, j'ai oublié d'appeler ça un tiers-lieu du design où tous les acteurs du design vont pouvoir interagir. Dans les bonnes nouvelles, j'ai le droit de balancer des bonnes nouvelles pour 2024 avant l'heure. Nous avons eu un rendez-vous avec Éric Jourdan et avec Lucie Delsart aujourd'hui justement pour trouver de nouveaux engagements entre les différentes structures, notamment faire pourquoi pas une nuit du design à Saint-Étienne avec la Cité du Design, et puis intégrer Designer Plus à nouveau dans la Biennale 2025. Donc ce qui est intéressant, c'est que derrière l'ICC, je parlais de tectonique, il y a des repositionnements de chacun, il y a vraiment de la coopération, et normalement, on va avoir plein de choses à vous proposer qui sont utiles et pertinentes. Donc quand vous avez par exemple Terre d'Avance qui vous appelle pour vous interroger, n'hésitez pas à partager vos besoins de terrain en tant que jeune designer ou au contraire designer confirmé. On en a besoin parce qu'on ne peut pas créer quelque chose d'utile sans retour. Nous avons participé à plusieurs commissions, donc il y a Noveka, il y a eu un travail avec Mécaloire et puis donc Sarah qui est issue de Simga. C'est comme ça qu'on a pu se rencontrer. Nous sommes intervenus auprès du labo qui accompagne en fait des profils créatifs dans leur recréation d'entreprise. Après, c'est des nouveaux arrivants en fait, donc c'est des personnes qui exerçaient des métiers créatifs dans l'art, le design ou la culture dans leur pays d'origine et qui après un parcours migratoire arrivent à Saint-Étienne et du coup ont besoin de pouvoir relancer leur activité ou se réinsérer dans l'écosystème local avec leur talent. Voilà, c'était les bons mots dits dans le bon sens. Commission, c'est bon? Oui. Okay. On a eu également un engagement donc, dans la communauté C3D à travers des matinales. Donc on a organisé au Mixeur, chez Usine avec leurs incubés et des incubés aussi de Ronalpia et de l'entrepreneur dans la ville, chez Noveka et avec la CMA, ainsi que des visites d'entreprise donc auprès de PIC, Irimis avec Noveka toujours, chez Ecolea et Ecolea Technologie. Ah, Ecolea Technologie. Voilà pour 2023. Et la présentation ne nous plus chargée. Ah. Oui, l'organisation de grands événements, pardon, avant de passer à 2024. Donc la France Design Week, avec une journée d'ateliers inspirants toujours organisée avec la communauté C3D. Et donc la fameuse nuit du design à Grenoble, portée principalement par Grenoble Lab. Ainsi que l'édition numéro 2 des Design of Days, qui a eu lieu en décembre. Et
qui a permis en fait à 9 designers de venir présenter leur projet et d'avoir en face un panel d'experts pour les accompagner sur la réflexion sur leur projet. Avec ça a plutôt bien fonctionné cette année et il y a eu, je remercie Amaya qui est là-bas, qui a fait de la médiation graphique. Donc l'idée c'était pas simplement de pitcher un projet et puis d'attendre des retours, mais d'avoir aussi un temps d'idéation. Et pour moi c'est important la façon dont Eva a apporté ce projet, c'est-à-dire qu'on soit bien des designers qui soient capables d'aller chercher des experts tout en conservant des outils propres au design. Donc c'était extrêmement congruent. La connexion internet n'est plus avec nous. Médiation. Mais ça charge. Donc, Alors, pour ce ceux qui qui nous nous attend attendent en 2024. Donc 2024, ce sera une année pivot pour notre association, comme on peut le lire très clairement. C'est du devenir. Donc au niveau de la croissance, donc comme a dit Gaëlle, on est impliqué dans la MI France 2030, donc ça va nous ouvrir de nouvelles opportunités dans le développement de notre offre et du service qu'on propose pour les designers et sur le territoire. Notre objectif de croissance, il nous permettra aussi de resserrer et d'équilibrer les liens avec les partenaires institutionnels et privés pour poursuivre dans cette montée. Je fais un peu de suspense. On a ensuite tout l'axe mentorat, promotion du design, donc on va accorder une grande importance à cette offre de mentorat, je vous en reparlerai juste un petit peu après. Et on va poursuivre nos missions de promotion des compétences des designers à travers les actions, donc notamment de la France Design Week et de cette fameuse création de Nuit du Design à Saint-Étienne. Et enfin, il y aura la partie restructuration, dont on a déjà un peu évoqué avec le DLA, donc accompagné par France Active, pour repenser notre stratégie de développement, améliorer la gouvernance pour le premier trimestre. Et donc avec l'arrivée cette fois-ci, donc en 2024, de Sarah Fouquet qui a rejoint en janvier et qui prendra la suite de DL qui quitte la semaine prochaine. Les pleurs, c'est maintenant, si vous en ressentez le besoin. Au niveau de la vie de réseau, donc en 2024, on proposera toujours des temps d'échange inter-réseau, donc Designer Plus, des interventions trimestrielles dans des lieux fédérateurs du réseau, donc toujours sous différentes formes. Déjeuner, débat, after work, des temps peut-être informels, des visites groupées dans des lieux intéressants pour tous. On aimerait également lancer une dynamique sur Annecy, voilà, et puis donc les lieux fédérateurs, je ne les ai pas cités, mais on a donc Lyon, Grenoble, ici même, et Amberieu en Bugey, voilà, qui sont avec nous ce soir en visio. On aura donc, pardon, je suis allée trop vite, un événement inter-réseau Loire, comme on l'a fait l'année dernière, donc pareil, une autre édition, qui sera également en septembre, et cette fois-ci au Musée d'Art Moderne et Contemporain donc, de Saint-Étienne, toujours créé avec une dizaine d'autres réseaux, dont encore Cléo, donc pour favoriser la rencontre et les synergies entre les membres de tous ces clusters sur le territoire donc stéphanois. Au niveau de la performance et de la montée en compétences, on aura suspense, des webinaires. Le premier étant jeudi prochain de midi à 14h, notez bien la date, avec Bruno qui nous présentera quel contrat AFD pour quelle mission. Donc le 8 février de midi à 14h via Zoom. Il nous présentera les types de contrats proposés par l'AFD et comment les remplir de façon simple et efficace. On aura ensuite en juin remplir son dossier BPI par Evan Benafous donc de la BPI qui nous partagera les pratiques et ses expériences là-dessus. Et enfin, en octobre, propriété intellectuelle avec l'INPI, avec Guillaume Brunel qui reviendra sur les bases de la propriété intellectuelle et proposera un temps d'échange avec les participants pour clarifier les situations spécifiques à la pratique du design. On aura également des formations, donc pareil, vous pouvez sortir votre agenda pour celle-ci qui est très bientôt, qui aura lieu à Lyon le 23 février, sur l'IA, l'allié ou l'ennemi du futur. Donc il y aura un débat qui permettra de faire un premier pas dans ce sujet le 16 février, puis la grande formation en présentiel à Lyon, avec comme intervenant Pierre-Alex de l'agence Distorsion, qui est un de nos adhérents, et Régis Gonzalez, qui est concepteur d'images IA et professeur à Strat.
On aura le 8 et 9 avril, pareil, si vous voulez déjà le noter, une formation sur l'éco-conception, la